Nos invités, d'abord Saïd El Ariachi, président du comité algérien de soutien au peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Abdelkader Soufi, notre consultant, politologue expert en questions sécuritaires et stratégiques. Bonsoir, monsieur Soufi. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Et nous serons également avec le diplomate sahraoui Oubi Bouchraya, représentant du Front Polisario en Europe, qui est en direct avec nous depuis Genève. Bonsoir, monsieur Oubi Bouchraya. Bonsoir. Alors, je le disais, le dossier du Sahara occidental a été marqué par ce changement de cap, de position traditionnelle du Royaume-Uni vis-à-vis du Sahara occidental, un revirement qui a fait réagir le Front Polisario et l'Algérie. Oubi Bouchraya, pour commencer, un mot de cette nouvelle position du Royaume-Uni vis-à-vis du dossier sahraoui. Oui, c'est une prise de position qui est tout à fait regrettable du fait qu'une puissance mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, connue surtout par sa cohérence vis-à-vis du conflit du Sahara occidental depuis l'installation de la MINURSO et la mise en œuvre du plan de règlement de l'ONU, que cette puissance adopte cette prise de position au soutien de cette approche marocaine qui est en contradiction avec le droit international et qui finalement mène nulle part. C'est une position regrettable, mais je crois qu'il faut aussi souligner des grandes nuances. Oui. Par rapport à cette prise de position. Au départ, on sait bien que cette déclaration est le résultat d'une campagne acharnée de la part du Maroc, de chantage, de pression sur le Royaume-Uni, en utilisant tous les moyens de pression économique, les lobbies et tout ça, et dans laquelle le Maroc visait pratiquement 3 objectifs principaux. Oui. D'abord, que Londres reconnaisse la souveraineté prétendue du Maroc sur le Sahara occidental. Deuxièmement, que Londres s'abstienne de faire aucune référence au droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et troisièmement, que Londres déclare son soutien au plan d'autonomie marocain comme seule et exclusive base pour résoudre le conflit du Sahara occidental. Oui. Si on voit la déclaration, le communiqué conjoint, on voit exactement que la déception du Maroc est majuscule. Oui. La Grande-Bretagne n'a pas accédé à la demande du Maroc de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est une grande déception du Maroc. La Grande-Bretagne a fait bel et bien une grande référence au droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental comme objectif central des efforts des Nations Unies. Et troisièmement, la Grande-Bretagne se limite à exprimer un soutien au plan d'autonomie étant l'approche la plus viable, mais pas la seule approche à résoudre le conflit du Sahara occidental. Parce qu'on suit partout dans les médias du Maroc les relais qui reproduisent automatiquement les thèses marocaines comme s'il y avait un revirement catégorique dans la position marocaine, dans la position britannique vis-à-vis du conflit du Sahara occidental. Oui. Alors que à mon avis, c'était un changement de la position dans la périphérie, mais la substance de la position demeure exactement la même, tout en soulignant bien sûr que c'est une position regrettable et qui se produit dans un contexte qui est particulièrement compliqué et dangereux. Alors oui, c'est important ce que vient de dire Oubi Bouchraya, Saïd El Ariachi. Ce changement de position n'a pas changé la nature du conflit. La souveraineté du Maroc n'a pas été reconnue sur le territoire du Sahara occidental. C'est très important, bien sûr. Et mon ami Sil Bachir vient
magistralement de l'exposé. J'ajouterai pour ma part, d'abord, commençons par dire que la Grande-Bretagne est une très vieille démocratie, pour ne pas dire la plus vieille démocratie dans le monde. Et c'est au niveau de ce pays qu'on voit qu'il y a une pratique de l'exercice politique attachée à des valeurs pérennes. Chez les Britanniques, l'autodétermination veut dire quelque chose. Oui. C'est tout simplement la décision du peuple en ce qui concerne telle ou telle affaire, tel ou tel dossier à résoudre. Et par conséquent, le mot d'autodétermination chez les Britanniques a tout son sens. Vous savez très bien qu'ils ont fait un référendum pour le Brexit. Pour ne parler que du dernier d'entre eux. Mais ça a été fait à d'autres occasions. Et donc, par conséquent, tout à fait d'accord, M. Bachir, il y a, je crois, au premier degré, on peut dire, tiens, encore un autre membre qui, et pas des moindres, un membre permanent du Conseil de sécurité, qui rejoint la France, qui rejoint l'Espagne. C'est une position qui se démarque de celle de la France et de l'Espagne. Alors, il est objectif de dire que c'est pas ce qu'on souhaite. Sylvain Bachir vient de dire, et parfaitement il a raison, c'est regrettable de la part d'un membre éminent du Conseil de sécurité, d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Mais ils ont dit, effectivement, oui, l'autonomie, puisque vous nous le dites, l'autonomie peut être une solution. Peut-être même que pour certains, c'est la solution, j'allais dire, la plus probable. La plus probable. Cela n'est pas dire. Par contre, ils ont bien fait de dire, attention, le droit international et l'autodétermination. Et ça, c'est au deuxième degré, ça veut dire que nous n'avons pas pris, nous n'avons pas donné un chèque en blanc au régime marocain pour ce qui est de la résolution du problème. Nous avons dit, on verra. Et tout le problème aujourd'hui, et il faut, j'allais dire, qu'ils s'emballent sur leurs problèmes, mais chez les nôtres, il ne faut pas que ça atteigne le moral. Il y a encore beaucoup à discuter sur ce problème-là. Évidemment, notre ligne de résistance, celle des Sahraouis en premier, et ceux qui les accompagnent également, c'est la revendication du droit international tel qu'il est énoncé par la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Peuple colonisé a droit à un référendum de détermination. Ça, c'est notre ligne de résistance, notre ligne d'exigence vis-à-vis des Nations Unies. Maintenant, si les choses devaient, d'une certaine façon, évoluer, ça évoluera sur ce fond du problème rattaché à l'autodétermination. Comment? Ça, c'est la quadrature du cercle, aux experts de trouver la solution. Mais en tout cas, il y a des pays qui se respectent et qui veulent rester respectables, entre autres la Grande-Bretagne, qui dit, on peut considérer que l'autonomie, vous dites que c'est un bon truc, mais il faut qu'on l'étudie. Et l'Algérie, les Américains, vous savez ce qu'ils disent maintenant? Ils disent, d'accord, mais messieurs les Marocains, dites-nous, quelle autonomie vous proposez? Justement, à ce propos, l'Algérie l'a rappelé dans son communiqué du ministère des Affaires étrangères. On n'a pas envie de discuter. Qu'est-ce que vous allez nous donner comme configuration, comme scénario? Bien sûr. Elle a parlé, justement, elle a parlé du pseudo-plan d'autonomie. Ce plan n'a jamais été proposé pour discussion, Abdelkader Sofi. Oui, effectivement, mais au fait, donc, de tout ce qui a été dit, attention, il faut d'abord, je reviendrai, je rebondis d'abord sur la position de la Grande-Bretagne, parce que il faut bien lire donc, ce qui a été énoncé. En matière de suggestions, c'est que nous sommes ouverts aux différentes suggestions, à même voir, si possible, on peut aller vers ce plan qui est proposé par le Maroc. Cependant, il ne faut pas négliger le droit international et le droit du peuple sahraoui à s'autodéterminer. Ce qui a été dit, ça veut dire qu'en définitive, rien n'a changé. C'est juste les lectures qui ont été faites et qui ont été, quelque part, à mon sens, déformées. Parce que dans un langage diplomatique, c'est très différent d'un langage que l'on peut s'ouvrir et s'offrir dans un café. Maintenant, le plan d'autonomie, parce que, au fait, c'est une conséquence d'une proposition de James Baker en 1994 qui avait
dit et qui avait dit qu'on pourrait aller vers un plan d'autonomie sur 3 ou 5 ans, et au bout duquel, donc de ce plan, les Sahraouis vont s'exprimer s'ils veulent rester donc sous la coupe marocaine ou ils veulent devenir indépendants. C'est ce projet qui a été récupéré en 2007 par Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac le premier qui a dit que, donc, éventuellement, on peut aller vers un plan d'autonomie, et il a omis de dire qu'au bout du plan d'autonomie, il fallait faire un référendum. Et c'est là que les choses ont commencé un peu à virer, quand on a commencé à germer dans la tête des Marocains. On a commencé à parler plutôt d'un projet de pro-marocain, et on a négligé, on a oublié au fait que la question du Sahara occidental a été inscrite au Conseil de sécurité en 91 comme étant une terre donc plutôt occupée et qui était donc censée être à décoloniser. À décoloniser, voilà, oui. C'est le terme. Et cela suit un chemin qui a été tracé depuis 60, depuis la résolution de l'indépendance. Exactement. Et cela n'a rien changé jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. D'ailleurs. Peut-être que vous allez poser la question tout à l'heure sur la position du Conseil de sécurité. On va y revenir. D'ailleurs, oui. Peut-être que c'était une douche froide pour le Maroc. Mais en réalité, je finis par dire que la position de la Grande-Bretagne, c'est plus une position politique. Donc c'est par rapport à des intérêts communs quelque part, ou par rapport, comme l'avait dit Abi Bouchraya, que évitant justement ces menaces et ces pressions qui sont monnaie courante justement du... Moi, je suis de ceux qui pensent, Madame Lim, que pour la Grande-Bretagne, c'est mon idée, c'est qu'ils ont l'habitude de suivre les États-Unis dans beaucoup de leurs choix politiques, ou en tout cas de leur position politique sur certains problèmes. Ça, c'est clair. Et donc, d'une certaine façon, ça préfigure un peu de ce qui peut arriver, en tout cas, ou du moins la direction dans laquelle souffle le vent. Mais, encore une fois, y compris pour les États-Unis. Rappelons-nous que Trump a pris déjà une position qu'on pensait être catastrophique en décembre 2020, où il a carrément reconnu la souveraineté du Maroc. Mais l'administration Biden a passé tout un mandat à contourner cette position parce que tout simplement, c'est ce qu'on reproche aux Français, oui. En tant que membre permanent. Attendez, même l'administration américaine aujourd'hui. Vous savez, John Bolton, c'est pas n'importe qui. C'est l'ancien conseiller de Trump et c'est un ancien diplomate et qui, donc, aujourd'hui, appelle vers le plan d'autonomie et appelle son administration à revisiter, revoir la position américaine. Ça veut dire qu'il y a un travail pour changer cette position et revenir à la position initiale de 91. À l'autodétermination. À l'autodétermination. Oui. Donc il y a un vent, il y a une grande campagne aux États-Unis d'Amérique menée par de grands politiciens et des diplomates et qui connaissent très bien ce dossier-là. Oui. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent le dossier du Sahara occidental, je parle des Américains, savent qu'au fond, la seule issue, c'est le plan d'autonomie, même pour les intérêts américains. C'est le plan d'autodétermination du peuple sahraoui. Car cette situation, c'est vrai que c'est un statu quo qui permet donc de nager dans les eaux troubles, qui permet la spoliation et l'exploitation des ressources des Sahraouis. Mais cela ne fait en rien les affaires de personne et cela envenime la situation sécuritaire. Vous savez, aujourd'hui, Madame Lim, aujourd'hui, là, si vous permettez, la question primordiale, centrale, qui est posée, c'est aux Marocains. Quelle autonomie? Dites-nous de quelle autonomie vous parlez. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Il y a autonomie. Et ils seront incapables de donner une autonomie. Ou alors c'est le suicide pour eux. Avant de poser la question aux Marocains, j'aimerais m'adresser justement à M. Oubi Bouchraya. Donc,
concernant cette approche marocaine au Bébouchraya, l'Algérie développe, si vous voulez, dans son communiqué et parle d'une stratégie qui vise surtout à empêcher la recherche d'un règlement du conflit. C'est une sorte de fuite en avant pour éviter justement d'offrir le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui. Écoutez, concernant le plan d'autonomie qui fait pratiquement la mode maintenant dans certaines capitales occidentales, d'abord, ce plan, en plus de sa contradiction frontale avec le droit international, parce que comment dirais-je, le fond du conflit du Sahara occidental, qui correspond à la doctrine des Nations Unies, c'est la décolonisation du Sahara occidental, c'est-à-dire le processus qui mène à la détermination du statut définitif du territoire du Sahara occidental à travers l'expression libre de la volonté du peuple du Sahara occidental qui est le titulaire de ce droit à l'autodétermination. La proposition du Maroc, c'est une imposition sur le Sahraoui au préalable de toute consultation de l'avis du peuple du Sahara occidental. C'est le Maroc qui décide sur le statut définitif, c'est-à-dire que c'est la souveraineté sur ce territoire. Donc, sa contradiction avec le droit international est très claire. Pour les Occidentaux, surtout les gens qui circulent dans le milieu de think tank et les théories de win-win et qui essayent un peu de dessiner cette approche comme c'est dans la logique de win-win formula, je crois que c'est erroné. Le plan d'autonomie, c'est par excellence une win-lose formula. Parce que le fond de la lutte du peuple du Sahara occidental et le conflit, c'est le statut de définitif du territoire. Le plan d'autonomie le détermine, le décide totalement en faveur du Maroc. Donc c'est le Maroc qui a gagné tout et les Sahraouis pratiquement ont perdu tout. On voit des thèses qui disent, même le communiqué de la Grande-Bretagne, que le plan d'autonomie est la formule la plus viable. Donc, il faut se poser la question, c'est la viabilité de cette approche. Les Occidentaux, parfois, ils oublient que l'autonomie, les expériences, là où l'approche d'autonomie a été une réussite, se produit dans un contexte avec une grande qualité de démocratie. Ce n'est pas le cas du Maroc. On voit aujourd'hui maintenant les zones occupées. Moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans les zones occupées, la répression systématique des Sahraouis, sans aucun témoin, cette volonté de réprimer les Sahraouis quotidiennement, c'est pour nous, c'est un peu l'antichambre de cette approche d'autonomie. S'exprimer ou soutenir l'approche du Maroc, ça serait une invitation aux Sahraouis pratiquement de rejoindre cette prison à ciel ouvert qui s'appelle les zones occupées. Donc c'est pas une solution viable. Et moi je peux aller même très loin pour dire que le Maroc aujourd'hui il n'est pas prêt pour s'engager sérieusement sur aucune formule de solution. Oui. Le pari central du Maroc maintenant, c'est de gagner plus de temps. Oui. Le plan Becker que mon ami vient de soulever maintenant, il faut le rappeler. Le plan Becker qui a été adopté par le Conseil de sécurité en 2003 était conçu au départ un peu pour satisfaire les demandes du Maroc. Mais à la surprise de tout le monde, c'est le Maroc qui a refusé ce plan. Et c'est le Polisario qui a pris le risque d'accepter ce plan. Ce plan, pratiquement, consiste en un statut d'autonomie sous la souveraineté du Maroc pour une période de 4 à 5 ans,
Donc le principe de l'autonomie est là et que après il y aura un référendum d'autodétermination. Et dans ce référendum d'autodétermination, le Polisario a accepté qu'un grand nombre de colons du Maroc auront la possibilité de voter dans ce référendum. Donc c'est le Maroc qui a refusé parce que le Maroc il n'est pas intéressé pour trouver une solution à ce conflit. Et je peux aller encore justement l'Algérie dans son communiqué. Exactement. Je peux même aller beaucoup plus loin de dire que ça serait beaucoup plus facile pour le Maroc d'accepter le référendum d'autodétermination et laisser le Sahraoui voter même pour l'indépendance que de sérieusement s'engager sur cette piste d'autonomie. Parce que l'autonomie au Sahara occidental va ouvrir la boîte de Pandore pour le Maroc. Ça serait le Rif, ça serait le Sousse, ça serait les restes de régions du Maroc qui vont commencer. Alors que le Maroc, le Makhzen est un système hautement centralisé et qui dépend de cette notion de centralité. Donc je crois que le pays qui s'exprime en faveur de ce plan d'autonomie, pratiquement, il s'exprime en faveur d'une éternisation du conflit du Sahara occidental et exposer la région, l'ensemble de la région pour plus de dangers et de dérapages éventuels. Saïd El Ayachi, on voit que Oubi Bouchraya vous rejoint. Donc ce plan d'autonomie est une sorte de diversion utilisée par le Maroc. Ça fait partie de la stratégie de la fuite en avant. Oui. Je suis tout à fait d'accord, Massil Bachir, bien sûr. Et ça fait partie d'ailleurs du plan d'ensemble, basé sur 3 ou 4 lignes de force. La fuite en avant, gagner du temps, banaliser la présence du Maroc au Sahara occidental. La stratégie, la politique du fait accompli, avec la mascarade, des ouvertures de consulats, etc. Poser des entraves en veux-tu, en voilà, devant les envoyés personnels du secrétaire général pour ne pas avancer vers des négociations qui n'ont pas lieu pour le Maroc, qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'ils ne peuvent consister qu'à fixer la date du référendum. Sinon, de quoi voulez-vous qu'il aille discuter les Sahraouis avec les Marocains? Et puis, bien entendu, grappiller entre-temps, bénéficier du soutien du lobby sioniste, du fait que c'est un ancien allié de l'Occident pendant la guerre froide, et donc brandir la menace de l'effondrement de la monarchie marocaine, qui serait une catastrophe pour l'Occident, etc. Et tout ça mis dans un pacte, ça veut dire laissez-moi y mettre. Il y a les juristes l'ont dénoncé depuis déjà beaucoup d'années. Il ne sied pas sur le plan juridique qu'un pays puisse donner l'autonomie à un territoire qui n'est pas à l'intérieur de ses frontières. Impossible. Oui. Deuxièmement, Sid Béchir l'a rappelé avec justesse, et je n'en veux pour preuve que l'ancien ministre de l'Intérieur, Driss Basri, qui leur a dit attention, ne parlez plus d'autonomie. Et Hassan II lui-même, avant de mourir, parlait à mots couverts de l'autonomie, ne voulait pas prononcer. Parce qu'effectivement, c'est un poison, c'est le ver dans le fruit. Si le Maroc, quel que soit, et je le dis encore, on n'a pas posé aux Marocains la question, j'allais dire centrale, d'accord, l'économie, quelle économie vous voulez proposer? Évidemment, il y a plusieurs, comme chez le tailleur, plusieurs formes d'autonomie, hein, la lâche, l'étroite, la répressive, la truc, la horizontale, la transversale. Mais le problème, c'est que si jamais le Maroc, d'une façon ou d'une autre, disons c'est hypothèse de travail, il y a l'autonomie, mais combien de régions à l'intérieur du Maroc vont de commencer? Et est-ce qu'une monarchie absolutiste, moyenâgeuse de droit divin, comme il le dit, puisse donner l'autonomie à des régions hyper centralisées, puisse donner l'autonomie à des régions du Maroc? Bien sûr que non. Et alors, vers quoi allons-nous? C'est eux-mêmes qui peuvent peut-être creuser leur propre tombe avec cette solution d'autonomie. Je n'exagère pas, je suis en train de dire qu'il y a une hypothèse de travail de ce côté-là. Et donc, le moment venu, les anglo-saxons, à mon sens, les anglo-saxons, aussi bien britanniques qu'américains, ne veulent pas d'une autonomie n'importe laquelle ou sur mesure donnée par le Maroc pour les Sahraouis. Ils veulent que ce soit un truc qui leur permette de sauver la face et de sauver
j'allais dire, l'exercice du droit international d'une façon ou d'une autre. En tout cas, s'ils s'en sortent par le haut. Ce que ne peut pas faire ce que proposera le Maroc. Oui. Ou alors, il se tirera une balle dans le pied et il n'arrive pas à s'en sortir de ce truc-là. Encore qu'on n'a pas parlé de ce qui pourrait arriver par la suite. On va justement souligner cette double particularité de la position britannique. Vous l'avez dit d'ailleurs, Saïd El Ayachi, c'est l'un des pays les plus attachés à ce principe d'autodétermination. Depuis 1963, le Royaume-Uni, qui est membre du Conseil de sécurité, l'Algérie justement l'appelle à œuvrer en faveur de garantir au peuple sahraoui son droit à disposer de lui-même, Abdelkader Soufi. Donc il a encore un rôle à jouer dans ce sens. Vous savez, la position de l'Algérie, elle est connue, donc elle est en faveur des droits des peuples, notamment le droit du Sahara occidental, qui est inaliénable. Ça veut dire que le peuple sahraoui ne peut que disposer de lui-même sur son propre territoire, et il est le seul à vouloir dire le dernier mot, qu'il soit indépendant ou qu'il soit autonome. Seulement, comme l'avait souligné donc Selayachi et aussi Obi Bouchraya, les Marocains ont peur de ce plan d'autonomie car, en plus de ce qui a été avancé, il ouvrirait des espaces de liberté aux Sahraouis, de s'organiser à l'intérieur et surtout de dénoncer toutes les magouilles et les manœuvres qui ont été faites contre les Sahraouis durant toute cette période de colonisation. Et cela ouvrirait une autre porte beaucoup plus dangereuse pour le Maroc, c'est la dislocation, car le Rif, vous savez, le Rif est sur le vif. Le Rif est colonisé depuis 1926. Et les Rifins n'ont jamais abandonné leur droit à l'indépendance. Ce qui fait que aujourd'hui, le Maroc est vraiment dans une situation conflictuelle et dans une impasse politique. Le seul moyen aujourd'hui, c'est de garder ce statu quo. Et quand je dis le Maroc, c'est-à-dire que les lobbies qui sont derrière ceux qui ont la main sur la prise de décision veulent que ce soit ainsi et pas autrement. C'est pourquoi, chaque fois, on essaie de gagner du temps et à chaque fois, on renvoie le mandat de la MINURSO pour une autre année depuis aujourd'hui presque 34 ans, je pense, et 34 ans alors qu'un référendum devait s'organiser en 6 mois. Oui. Ce sont les 6 mois qui ont duré 34 ans. Oui. Eh bien, justement, on va dire qu'aujourd'hui, le Maroc tente de récolter le maximum de soutien en faveur de ce plan d'autonomie Obi Bouchraya. Est-ce qu'on peut aujourd'hui toujours compter sur le Conseil de sécurité avec tous ces membres permanents qui sont en faveur de la solution marocaine ? Il faut bien souligner que malgré le chant de victoire annoncé par le Maroc, et comme quoi il y a toute une nouvelle dynamique en faveur de l'approche marocaine et tout ça, il faut bien souligner le fait que les positions même de la France, des États-Unis, de l'Espagne et peut-être aussi la position de la Grande-Bretagne sont des prises de position qui s'installent toujours dans un registre strictement bilatéral. Oui. Donc, mais pas du tout dans le multilatéral. Là où la cause du Sahara occidental, le conflit du Sahara occidental est toujours consolidé en tant que conflit de décolonisation, le statut du territoire étant un territoire non autonome en voie de décolonisation, le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et le Front Polisario comme représentant légitime de ce peuple. Voilà les 4 éléments qui constituent la nature dans le multilatéral, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, les pays non alignés. Et je crois que ça c'est une assurance
pour le peuple du Sahara occidental de continuer à mener sa lutte pour l'autodétermination et la liberté. Et je crois que c'est dans ce cadre multilatéral que le Conseil de sécurité continue à adopter ces positions oui. qui demandent aux partis de retourner à la table des négociations sans des conditions, sans des préconditions au préalable, alors que le Maroc met le plan d'autonomie comme une condition avant toute reprise des paroles avec le Front Polisario. Et en même temps, le Conseil de sécurité insiste toujours sur le droit à l'autodétermination et la Charte des Nations Unies comme le principe à appliquer dans ce sens. Le Maroc, bien sûr, il essaye toujours de gagner du temps. Oui. Et on sait bien que le Maroc veut préserver le statu quo au Sahara occidental. Et c'est pour plusieurs raisons. D'abord, même à l'intérieur du Maroc, malheureusement, le conflit du Sahara occidental, l'occupation, la colonisation du Sahara occidental est devenue une source de légitimité pour la monarchie au Maroc. On sait bien que le Maroc, il a décidé de coloniser le territoire au début des années 70, là où le trône, la monarchie faisait face à un déficit qui demeure, qui existe jusqu'aujourd'hui, un déficit de légitimité. Et le Maroc occupe une grande partie du territoire du Sahara occidental, oui. exploite les ressources de ce territoire et colonise aussi démographiquement ce territoire. Et il est dans un processus accéléré de changer un peu la nature démographique du territoire du Sahara occidental et l'occuper économiquement. Donc, il fait le parti sur préserver les statu quo avec cette histoire de l'autonomie, mais on sait bien que le Maroc n'est pas intéressé. Et je crois que ça, c'est le message à envoyer toujours aux puissances telles que le Royaume-Uni et les autres membres permanents du Conseil de sécurité que soutenir le plan d'autonomie est l'équivalent pratiquement de soutenir l'éternisation du conflit au Sahara occidental et prendre le risque que ce conflit, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, la reprise des guerres au Sahara occidental, les tensions dans les relations bilatérales entre les différents pays de la région et ce qui se passe dans le Sahel. Donc, c'est un territoire, la voie la plus facile, la plus sûre est de permettre aux Sahraouis un jour de démocratie pour qu'ils votent, d'autant plus que le Polisario avait déclaré à plusieurs reprises qu'on va accepter le résultat du référendum. On aimerait bien que les Sahraouis votent massivement pour l'indépendance, et ça, c'est la raison pourquoi le Maroc refuse le référendum, mais si les Sahraouis décident autrement, c'est dans leur droit. On va accepter ça et on va agir en conséquence. Et ça, c'est la voie la plus d'abord légale, et ça, c'est la voie la plus viable aussi. C'est pas l'autonomie, c'est le référendum d'autodétermination. Le rôle donc du Conseil de sécurité demeure déterminant. Oubi Bouchraya l'a dit. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour tenir le Maroc comptable de ses responsabilités vis-à-vis du droit international. Il y a une infaisabilité, encore une fois, hypothèse de travail, supposant que l'autonomie est en marche, comme on peut le penser. Sur quelle assise juridique les experts de l'ONU et tous les politiques qu'il y a puissent pouvoir, puisqu'il faut que ce soit l'ONU, rappelons que le problème est sur la table de l'ONU. Oui. Comment le Conseil de sécurité va trouver les visas juridiques, les références juridiques, les attendus juridiques pour qu'ils puissent formuler la solution, puisqu'elle doit être une décision, une résolution du Conseil de sécurité avalisée par l'Assemblée générale. Impossible. C'est la quadrature du cercle. La messe est dite, territoire non autonome sur les tablettes de l'ONU,
Résolution 1514 qui reconnaît le peuple sahraoui et à tout peuple colonisé de choisir librement son destin à travers un référendum de détermination, on ne peut rien faire de ça. Il faut passer par ça. Ou alors, deuxième solution, mais tout à fait ubuesque, c'est de changer le droit international, ce qui se prendrait minimum 15 ans. Minimum 15 ans. Or, dans un contexte international chahuté tel qu'on voit les bouleversements aujourd'hui, les grandes puissances, et pas le royaume du Maroc, qui est une monarchie fantoche entre les mains de... Nous n'allons pas développer les sujets ici. Ça le mériterait, mais on n'aura pas le temps. Et on a besoin maintenant d'une stabilité de cette région cruciale de ce qui va arriver entre les grands en Afrique et l'Algérie, qui est une porte incontournable pour celui qui veut être partie prenante dans cette concurrence qui va être féroce entre les grands. Et par conséquent, trouver une assise juridique est impossible, et donc revenir au droit international qui, par ailleurs, serait à l'honneur des membres permanents du Conseil de sécurité et de l'ONU elle-même, d'autant plus que, souvenons-nous, que l'ONU parraine, a donné les garanties dans la signature de cessez-le-feu. C'est l'ONU qui a garanti pour les Sahraouis l'organisation du référendum d'autodétermination. Et donc, ici, maintenant, il appartient aux grands de ce monde de savoir comment, peut-être d'une certaine façon, comme disent les Asiatiques, sauver la face du Maroc, le tirer par le haut, mais le donner, rendre justice au peuple sahraoui en lui laissant choisir librement son destin est incontournable si on veut qu'il y ait une crédibilité du Conseil de sécurité et si on veut assurer à la région une paix, j'allais dire, qui soit au bénéfice des peuples et de leur prospérité. Il faut noter que le Conseil de sécurité reste en tout cas fidèle à ses principes et il a prouvé sur la résolution là, qui vient d'arriver. Absolument, le Conseil de sécurité qui a adopté dernièrement à l'unanimité son rapport d'activité 2024 et qui réaffirme le principe de l'autodétermination comme paramètre fondamental pour la résolution du conflit du Sahara occidental. Oui. Le Conseil de sécurité, c'est 15 membres et 5 membres permanents, dont la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis d'Amérique. Ce sont ces mêmes États dont nous parlions tout à l'heure. Et la Russie Non, déjà, nous parlions de ces 3 États par rapport à leur position en bilatéral. Vous savez, on peut prendre toutes les positions, ça ne changerait rien au statut du Sahara occidental. Le Sahara occidental est inscrit au titre de l'indépendance. C'est-à-dire qu'un référendum d'autodétermination est le seul et unique facteur ou la seule unique voie pour se défaire de cette situation. Après, chaque membre est libre dans ses relations internationales, car la relation internationale n'obéit pas au droit international. Elle n'obéit à aucune loi. C'est un monde chaotique, c'est un monde où l'intérêt prime, où les États font ce qu'ils veulent. Mais dans le multilatéral, quand on est sous la coupe et la coupole des Nations Unies, donc la décision est collégiale. Et quand elle est collégiale, elle ne peut pas se dérober de ses positions et du droit international. Aussi grande soit-elle cette puissance. C'est pourquoi nous avons vu que le Conseil de sécurité a été fidèle à ses positions. Donc cette résolution, elle confirme le statut du Sahara occidental. Et elle confirme que seul ce plan d'autodétermination finira ou serait la voie pour donc cette solution. Ça, c'est important. Oui. Maintenant, c'est un secret de polichinelle. On a quelques détails qui ont fuité à propos de cette réunion et j'allais dire les conditions dans lesquelles a été fait le rapport du Conseil de sécurité. Concernant le silence du Conseil de sécurité. Bien sûr, on le sait, c'est très significatif. C'est pour ça que j'en parle. Un rapport qui a été préparé par la Russie. Oui, la Russie était le rédacteur du projet. Mais à aucun moment, le dossier n'a parlé d'autonomie. Par contre, il a parlé du droit international et il y a eu
parce que la force du droit international, qui s'impose comme étant l'instrument principal du Conseil de sécurité. C'est avec le droit international que le Conseil de sécurité gère les affaires de la planète. Avec quoi? Quelles sont ses armes? C'est le droit international. Et le droit international gère, équilibre les relations internationales. Et donc, il y a eu la Sierra Leone qui a été envoyée pour faire une remarque, j'allais dire, tout à fait inutile. Durant le silence. Tiens, mais pourquoi on parle pas... Non, non, non. Mais il faut dire que c'était durant le silence. Tout le monde était ferré, tout le monde était tenu, y compris la France et les États-Unis, par le droit international. Ouais. Et à ce moment-là, n'a apparu que le concept ou que le truc d'autodétermination pour le dossier du Sahara occidental. C'est très important. Ça veut dire tout. On veut faire ou on veut dire ce qu'on veut. Mais le passage, il n'y a qu'un seul, le droit international. Ouais. Sauf si demain on dit résolution de la sécurité, une histoire de folie collective, il n'y a plus de droit international. Maintenant, le Conseil de sécurité gère les affaires comme ils veulent, mais sans droit international. Peut-être à ce moment-là qu'on verra d'autres hypothèses de travail. Les décisions du Conseil de sécurité doivent être respectées. D'ailleurs, juste pour allez-y, monsieur Abdel. Jusqu'au 10 février, donc, tous les États avaient cette possibilité, donc, s'il y avait une remarque à faire. Après le 10 février, le dossier était clos, et effectivement, si la Sierra Leone a bougé, c'est que on a essayé de faire un travail dans les coulisses, mais qui était contre le silence. Et là, c'est une première, ça n'a jamais été fait de par le passé. Mais ce qui est sûr, c'est que même cette remarque ne pouvait rien changer et que la résolution est passée et que donc, effectivement... Et qu'il y avait l'autodétermination dans le rapport. Et voilà. Et c'est ça qui est important. Il n'y avait que l'autodétermination. Donc, c'est là qu'apparaît que notre ligne, la ligne, celle des Sahraouis, mais nous les accompagnons, pas seulement l'Algérie, tous les États épris de justice et de liberté le font. Oui. Alhamdulillah. Notre ligne de résistance, notre ligne d'exigence, c'est le droit international et rien que le droit international. L'application. Alors en parlant justement du droit international et des prochaines échéances du Conseil de sécurité au Bibouchraya, je suppose que la prochaine réunion du Conseil de sécurité, celle du mois d'octobre, sera déterminante pour l'avenir de l'autodétermination. Oui, tout à fait. Je crois que ça serait, je dirais même, ça serait un tournant pour les efforts des Nations Unies pour décoloniser le territoire du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité se trouvera plus que jamais devant l'exigence de faire le choix responsable pour résoudre l'approche à résoudre le conflit du Sahara occidental en conformité au droit international, c'est-à-dire faire le pari légal sur l'exercice du droit à l'autodétermination. D'abord, c'est compatible avec le droit international. Du point de vue pratique, il y a une mission de l'ONU qui est établie au Sahara occidental depuis 1991, avec déjà 80% pratiquement du travail pour organiser ce référendum d'autodétermination qui est réalisé par la MINURSO, y compris le recensement des votants pour le référendum au Sahara occidental et même un travail colossal pour le cantonnement de troupes, pour les autres opérations de préparation de ce référendum. Ça, c'est le choix à faire. Peut-être qu'il y aura des points de conflit ou de différence entre les deux parties, le Maroc et le Front Polisario. Pour cela qu'il faut s'engager, il faut aller à des rounds de négociations. Mais le principe d'autodétermination n'est pas négociable. C'est la seule. En fait, c'est le pacte, c'est le contrat qui a été signé entre le Front Polisario et le Maroc d'un côté et les Nations Unies et le Conseil de sécurité d'un autre. Ça, c'est le choix, ça, c'est le tournant, ça, c'est le choix à faire maintenant, octobre prochain. Si le Conseil de sécurité continue à faire adopter son approche seulement à gérer le conflit à sa manière, ça c'est une approche qui mène nulle part.
et que malheureusement, avec toute cette situation de tension qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, ça peut être même mortel, pas seulement pour le Sahara occidental, mais pour l'ensemble des pays de la région, y compris la partie sud de la Méditerranée européenne. Et c'est là où apparaît le rôle clé peut-être des émissaires de l'ONU, le chef de la MINURSO, ou encore l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, Saïd Ayachi. Bien entendu. De toute façon, dès l'origine déjà, la mission de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies avait pour mission de dynamiser la relance des négociations entre les belligérants, parce qu'elles ont eu lieu plusieurs fois, et chaque fois, comme vous le savez, on a découragé l'envoyé personnel, donc les négociations ont arrêté, ou alors elles ont buté sur l'intransigeance, l'entêtement et l'arrogance des Marocains qui n'avaient rien à offrir, parce que retenons une chose qui est essentielle, le régime marocain ne veut pas entendre parler de référendum. Combien même cela a été posé et dit que l'autonomie pouvait être une des questions posées aux Sahraouis dans le référendum. C'est-à-dire, vous les Sahraouis, vous voulez-vous vivre intégrés au Maroc, voulez-vous vivre dans un cadre d'autonomie sous la souveraineté marocaine, ou voulez-vous vivre indépendant? Les Marocains ne veulent même pas du référendum, parce que tout simplement ils le savent. Depuis 1997, ils savent très bien que le référendum, ils le perdront parce que les Sahraouis, comme tout peuple qui a été colonisé, choisira l'indépendance. Et donc, eux, ils veulent d'une certaine façon, dans un état d'esprit tout à fait kafkaïen, absurde, nous vous donnons l'autonomie, nous vous offrons l'autonomie. Nous vous imposons l'autonomie. Et évidemment, pour des raisons connues maintenant, diverses et variées, accompagnées par des soutiens qui les encouragent dans cette voie, mais ce n'est pas du tout le droit international. Sinon, on va vers une situation de la loi de la jungle, où chacun fait ce qu'il veut, et à ce moment, le Conseil de sécurité n'a plus de raison d'être. Donc nous espérons que et je crois qu'il y a des frémissements dans la position de la Grande-Bretagne. C'est quand même une vieille démocratie, un pays qui a donné quelques directives démocratiques au monde entier avec la Carta Magna. Et nous avons aussi le concept de l'autodétermination qui est un concept américain. C'est le président Wilson. Et donc, dans tout ça, ils ne peuvent pas quand même renier ce qui a fait leur pays. Ce qui a bâti leur démocratie. Et par conséquent, il faut rendre justice à ce peuple, qui tout simplement a raison. On dit c'est un pays, c'est un territoire disputé, selon, j'allais dire, la qualification qu'ont porté certains diplomates ou certains journalistes. S'il est disputé, il faut qu'il y ait un arbitre. Dans toute dispute, il faut qu'il y ait un arbitre. Il faut qu'il y ait une loi qui donne droit de façon objective à l'un ou à l'autre. C'est le référendum d'autodétermination. Ils ne peuvent pas, les Marocains, dire non, on a dit que c'est à nous, et ben c'est à nous, et ben, à la limite, vous, on va vous laisser, vous allez vous autogérer dans un cadre, encore que personne ne les croira, avec la nature de la monarchie marocaine. Et donc, c'est impossible, c'est impossible. Sinon, c'est la décrédibilisation du Conseil de sécurité et de l'ONU, encore que je l'ai rappelé tout à l'heure, et mes amis aussi, que l'ONU a donné les garanties aux Sahraouis en 1991 quand le cessez-le-feu a été arrêté. C'est l'ONU qui s'est portée. Et je voudrais dire, si vous le permettez très rapidement, aujourd'hui, il y a aussi une autre entité qui doit prendre ses responsabilités, c'est l'Union africaine. L'Union africaine est associée à la recherche de la solution avec les Nations Unies. Elle est partie prenante dans ce qui se passe. L'Union africaine ne doit pas se taire. D'autant plus que son acte constitutif est très clair dans toutes ses dispositions en ce qui concerne les trucs. Et si je dois remonter plus loin, rappeler que l'objectif primordial, premier, principal, central de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine qui lui a succédé, c'est la décolonisation de l'Afrique. Or, c'est un problème de décolonisation. Il faudrait que l'Union africaine prenne ses responsabilités. Il faut qu'elle les prenne et qu'elle s'assume. D'autant plus que la race des membres de l'Union africaine. Je rappelle qu'ici, à l'honneur de notre pays, le président Tebboune, en mars 2021, avait convoqué une réunion de ses pairs, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État et du gouvernement, pour leur dire, le dossier du Sahara occidental, on doit prendre des décisions qui doivent être appliquées sur le terrain.
Ça, c'est vous dire que encore l'Afrique a du chemin à faire, parce que tout simplement les décisions ont été prises, mais non appliquées sur le terrain, parce qu'il y a des parties extra-africaines qui ont tout fait pour que cela n'avance pas. Alors, et la mission du président Chissano est dans les limbes. Elle est tout à fait maintenant bypassée par certaines puissances extra-africaines. Alors face à ces évolutions dont vous venez de parler, la logique d'un retour à la table de négociation semble se préciser, n'est-ce pas, Abdelkader Soufi? Encore faut-il que les Marocains acceptent cette option. Encore faut-il que les Marocains ou que ceux qui sont derrière les Marocains, je rappelle. Parce que si je ne pense pas que le Maroc soit au-dessus du droit international ni au-dessus de la loi. Si cette situation perdure, c'est parce qu'il y a un État qui a posé 14 vétos, on n'oublie pas. Et que ses intérêts donc, dans cette région qui a annexé en 21 la République du Rif, en 26 plutôt, en 1926, et après en 75, le Sahara occidental a un territoire qui est sous domination. Je veux dire, a un protectorat qui dure jusqu'à aujourd'hui 2050. Et la question, elle est là. Sinon, je ne crois pas que le Maroc soit en position de dire ou de dicter quoi que ce soit. Seulement, ce statu quo fait les affaires de certaines entités. Aujourd'hui, il y a un lobby, un réseau qui travaille dessus et que la situation lui sert d'intérêt. Oui. Parce que quand on voit ce qui se passe entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, les réseaux du trafic de drogue, les réseaux de criminalité et tout, on comprend très bien le pourquoi des choses. Même la gestion du terrorisme. Parce que moi j'irais beaucoup plus loin. Le terrorisme au Sahel ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un État, le terrorisme. Ce sont des organisations qui ont été créées pour déstabiliser la région, oui. Y compris maintenir cette instabilité au Sahara occidental. Mais sinon, je crois qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité, prenant ses responsabilités et obligeant le Maroc d'aller vers la table de négociation. L'Union africaine également. D'ailleurs, pourquoi les tables de négociation? Pourquoi? On n'a même pas besoin de faire une table de négociation. Car, je finis, entre 73 et 75, l'Espagne avait fait le nécessaire, c'est-à-dire avait fait le recensement de la population. Et ce dossier a été ficelé et donc il y avait des négociations avec le Polisario et c'est pourquoi aujourd'hui il faut aller directement vers ce référendum. Il y va de la stabilité, de la sécurité de tout un continent. Et c'est ce que défend l'Algérie au fait. Parce que quand on revient à la position de l'Algérie, l'Algérie est un défenseur du droit international et n'a jamais été partie prenante de ce conflit. Eh bien, on va finir sur cela. Merci à vous, merci à tous nos intervenants de nous avoir éclairés sur ce dossier. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Canal Algérie.